Le débat africain, Alain Foucault. Le but en la créant était de mettre fin à l'impunité des criminels de masse. Ce devait être l'épée de Damoclès sur la tête des tueurs, des auteurs de génocides, de crimes contre l'humanité et des sanglants dictateurs. Et pourtant, depuis sa création en 1998, seuls 124 États ont accepté d'en faire partie. Et désormais, au fil du temps, ils sont de plus en plus nombreux, notamment au sud du Sahara, à lui reprocher d'être finalement un instrument de néocolonialisme judiciaire. Il faut dire qu'en 13 ans, une seule enquête a été ouverte hors du continent africain, même si le procureur a d'autres cibles dans son viseur pour l'instant. La Cour pénale internationale est-elle vraiment utile ? Outil de justice internationale et d'impunité des grands criminels ou instrument de pression sur certains dirigeants ? En l'absence des grandes puissances telles que les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine, pour ne citer qu'elles, ne risquent-elles pas de créer de facto une justice à deux vitesses ? Mais sans elles, comment juger les grands criminels de notre temps ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la Cour pénale internationale, avec plusieurs invités en ligne au téléphone. D'abord, maître Joseph Kadji, avocate au barreau du Cameroun, mais également avocate agréée à la CPI, justement, membre de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé de Côte d'Ivoire. Elle est en direct de La Haye. Bonjour, maître Kadji. Bonjour, Alain. Notre second invité, Fadi El Abdallah, est le porte-parole de la CPI, la Cour pénale internationale. Il est à la tête de l'unité des affaires publiques. Il est également en direct de La Haye. Bonjour, maître El Abdallah. Bonjour. Maître Francis Dako, notre troisième invité, est avocat au barreau du Bénin. Il est le directeur du cabinet Dako & Compagnie et ancien coordinateur Afrique de la coalition pour la CPI. Bonjour, maître Francis Dako. Bonjour Alain Foucault. Alors voilà pour notre plateau. Si sa création partait d'un bon sentiment, d'une réelle nécessité, vous, maître Kadji, qui avez été pour défendre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, la Cour pénale internationale est-elle conforme à cet esprit de départ ? Je vais d'abord expliquer quelque chose. Je suis de l'équipe de la défense de Blé Goudé. De Charles Blé Goudé. Pas de Laurent Gbagbo. Voilà, leur procès est joint, mais donc chacun a son équipe. Pour ma part, l'idée au départ de la création de la CPI est actuellement complètement dévoyée. Ce n'est pas ce que nous attendions de cette cour que nous, juristes, surtout juristes africains, nous voyons très illustre. Et la preuve, c'est que sur 124 pays, sur 124 États partis, 34 pays africains ont ratifié ce traité. Donc on y croyait, mais pour l'heure, je suis un petit peu désabusé. Mais qu'est-ce qui vous désabuse à ce point-là ? Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que l'idée de départ est dévoyée ? Alain, est-ce que vous vous rendez compte que sur 6 prisonniers, 6 accusés qui sont actuellement dans les geôles de la CPI, il y a 6 Africains et rien d'autre. Je trouve ça éminemment choquant. Mais allez sur le site de la CPI, vous verrez uniquement des photos d'Africains errants. Sommes-nous les seuls à avoir des problèmes dans ce monde ? Pour vous, comment cela s'explique qu'il n'y ait que des Africains sur place ? N'est-ce pas aussi parce que c'était des zones de conflit particulièrement, on va dire, violentes ? Voulez-vous dire qu'il n'y a pas de conflit en Asie ? Il n'y a pas de conflit en Afghanistan ? Il n'y a pas de conflit au Moyen-Orient ? Arrêtons. Mais lorsque vous partout, si un tribunal se veut international, il faut qu'il agisse comme tel. Pour vous, c'est à dessein. Ça ne vise que les Africains. Pour moi, ça ne vise pour l'instant. Ce n'est pas pour moi, c'est l'évidence. Les faits sont là. Ça ne vise que les Africains pour l'instant. Il y a 10 situations qui sont sous enquête, comme on dit ici. Et dans ces 10 situations, il y a 9 pays africains. Il y a un seul pays de l'Europe de l'Est, c'est la Géorgie. Maître Abdallah, qu'en pensez-vous ? Quelle réaction à cette accusation, à cette remarque que fait maître Joseph Kadji ? La réponse devra nécessairement être complexe, mais d'abord, si vous me permettez de dire, ce qui paraît évidemment peut être tout à fait trompeur, et ça s'avère souvent le cas. Oui, il est vrai que sur 10 enquêtes en cours, il y en a 9 qui concernent l'Afrique, mais c'est vrai que la majorité de ces enquêtes sont à la demande des États africains eux-mêmes. Donc c'est pas la CPI qui s'est imposée à ces États.
Ce sont ces États qui ont demandé à la CPI de les aider pour rendre justice à leurs propres victimes. C'est le cas pour l'Ouganda, le Mali, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, etc. Et très récemment pour le Gabon, même s'il n'y a pas encore d'enquête pour le Gabon, on est en phase d'examen préliminaire. Mais c'est un exemple dans lequel on voit que ce sont les États eux-mêmes qui ont demandé à la CPI d'ouvrir une enquête. Il n'y a pas, jusqu'à présent, d'États non africains qui ont demandé à la CPI d'ouvrir une enquête. Alors, avant d'aller un peu plus loin, vous dites, dans le cas du Gabon, c'est l'État du Gabon qui aurait demandé une enquête sur une personnalité gabonaise ? Non, en fait, les enquêtes ne sont pas demandées à propos d'une personnalité, mais à propos de certains crimes qui auraient été commis. Et c'est au bureau du procureur de la CPI de voir est-ce qu'il y a lieu à ouvrir une enquête ou pas du tout. Et si une enquête est ouverte, qui pourrait être responsable des crimes les plus graves commis dans le cadre d'un certain conflit. Mais là, vous dites que c'est Donc, l'État... c'est jamais contre une certaine personne. Mais oui, je dis que ce sont les États africains qui ont demandé à la CPI d'ouvrir les enquêtes. Mais Donc, dans le même temps, est-ce que ça ne peut pas devenir un instrument aux mains de ceux qui sont aux affaires, mais pour éliminer des adversaires politiques? Là, ce sont les États, c'est-à-dire c'est le pouvoir en place qui demande à ce qu'on ouvre une enquête. Est-ce que cet outil ne peut pas être manipulé pour se débarrasser de ses adversaires? Je vais vous répondre, mais d'abord, il faudra expliquer que la saisine par un État, ce n'est qu'un seul moyen de saisir la CPI. Il y a par la suite la saisine par le Conseil de sécurité, et le Conseil de sécurité a saisi la CPI à propos de la Libye et du Darfour, mais ne l'a pas saisi à propos d'autres situations dans le monde. Justement, on va parler de la Libye c'est le dans bureau un du instant. procureur. On va y revenir. Le bureau du procureur peut également s'autosaisir lorsque les conditions de sa propre compétence sont réunies, ce qui a été fait pour le Kenya, mais qui a été fait également pour la Géorgie. Après, comme vous l'avez dit, il y a des examens préliminaires concernant d'autres situations dans le monde, donc il y aura d'enquêtes sur d'autres situations dans le monde. Actuellement, il y a 10 examens préliminaires, dont je cite par exemple la Colombie, l'Afghanistan, l'Ukraine, la Palestine, etc. Mais là, Donc, on est encore au stade des enquêtes préliminaires qui peuvent ne jamais aboutir. Avant de revenir à vous, j'ai envie de poser la même question à Maître Francis Dako. Vous qui y avez été, est-ce que vous comprenez la critique qui est aujourd'hui adressée par de nombreux Africains, aujourd'hui? Oui, je comprendrais la critique si elle était objective, c'est-à-dire que si on reprochait à la Cour pénale internationale d'agir sur des situations qui n'existaient pas, je comprendrais la critique. On sait que la CPI agit où le besoin est. Et on ne propose pas à la CPI, aux victimes donc de ces répressions, une cour alternative. On ne dit pas qu'au niveau local, nous allons faire quelque chose. Ce n'est pas parce que la Cour n'a pas agi dans un Moyen-Orient en flammes qu'elle n'essaierait pas d'éteindre le feu en RDC ou en Ouganda. Oui, mais dans le même temps, on vous répond tout de suite que ça fait une justice quand même à deux vitesses. Pourquoi elle n'interviendrait pas là-bas et interviendrait un peu plus en Afrique? N'est-ce pas simplement parce qu'il y a des pouvoirs en place qui sont un peu plus fragiles et moins puissants? Ça pose des problèmes, ça pose le problème sérieux, un problème complexe, donc qui renvoie aux critères de renvoi des États par le Conseil de sécurité devant la CPI. C'est un critère éminemment politique. Voilà. Où un organe juridictionnel n'a rien à voir. La Cour est un organe juridictionnel qui reçoit des cas sur lesquels elle est obligée donc de se prononcer, mais elle ne va pas chercher les cas. Et donc c'est aux hommes politiques donc de régler ces problèmes. Et les hommes politiques, on les retrouve aussi bien à l'Assemblée des États partis, où le problème de fonctionnement juridictionnel de la Cour est posé, est mis en débat chaque année, où des réformes d'ordre structurel sont admises et votées par les États. Donc je pense que le reproche fait à la Cour n'est pas objectif. La Cour, c'est un organe qui ne fait pas de la politique, qui ne fait pas de la communication. Oui, mais dans le même temps, lorsque l'on regarde ceux qui y sont, on a quand même ce sentiment qu'il y a de la politique. Pourquoi le cas libyen, par exemple, serait beaucoup moins grave que celui de Côte d'Ivoire? Le cas libyen n'est pas moins grave, mais c'est là que je pose le problème de critères de renvoi. Et on a l'impression, vous avez parlé de sentiment. Ce n'est qu'un sentiment. Ça ne repose sur rien d'objectif. Alors, j'ai pas le sentiment, puisqu'on parle de sentiment, j'ai pas le sentiment que Maître Kadji le dit de façon simplement émotive, que c'est pas qu'une question de sentiment. On vous écoute. Oui, je voulais simplement préciser ceci. Quand le confrère de Cotonou
dit qu'il n'y a rien de politique dans la saisine du tribunal. Je trouve ça un peu gros. Dans ce sens que, dans un cas aussi simple que le cas de la Côte d'Ivoire, le procureur prétend être toujours en train de faire des enquêtes depuis 2011. Nous savons, il y a des preuves, il y a des victimes qui sont venues déposer des dossiers ici à La Haye. Le procureur les a. Et pourtant, personne n'est poursuivi de ce côté-là. Donc, pour moi, cette cour, pour l'instant, est éminemment politique. Il y a quelque chose de contradictoire pour revenir au fait que le Conseil de sécurité peut saisir la CPI, et l'a fait pour l'ex-Darfour et pour la Libye. Mais qui siège au Conseil de sécurité? La Chine, la Russie, les États-Unis. Oui. Tous des pays qui ont soigneusement évité d'être membres de cette CPI. Et pourtant, en étant membres du Conseil de sécurité, ils ont le droit de saisir cette cour. C'est-à-dire le fait que les États-Unis, la Chine et la Russie ne fassent pas partie, mais dans le même temps décident au Conseil de sécurité. Est-ce que cela ne pose pas un réel problème même de liberté de cette justice, Maître Abdallah? Alors, merci pour m'avoir donné la parole. Je trouve que c'est un argument qui est un tout petit peu court quand même. D'abord, il est vrai que la CPI ne va pas aller chercher des affaires là où elle n'a pas de compétences. Oui, mais dans le même temps, comment peut-elle se présenter comme un instrument de justice internationale si il y a des zones où elle n'a pas de compétences? Tout à fait. Elle a une compétence internationale, elle n'a pas encore une compétence universelle. Parce que la compétence de la CPI est liée au fait qu'il y a 124 États qui ont choisi de lui donner cette compétence. Et donc, en dehors de ces États-là, il y a le rôle du Conseil de sécurité. Le rôle principal et le moyen principal de donner à la CPI la compétence d'enquêter, c'est à travers la décision des États eux-mêmes. Donc, la question du rôle du Conseil de sécurité demeure à titre exceptionnel. Ça a été fait à 2 reprises, alors qu'on a 10 enquêtes. Mais dans le même temps, on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main lorsqu'on sait que dans ce Conseil de sécurité, 3 des États ont refusé de faire partie de la Cour pénale internationale. De quel droit quelqu'un qui n'appartient pas à cette cour-là peut-il décider s'il faut ou non poursuivre un accusé? Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir-là? Alors, à nouveau, il faudra expliquer les choses. Il ne donne pas le pouvoir de poursuivre un accusé, mais il donne à la CPI la compétence de pouvoir enquêter sur un conflit. Mais de quel droit? Donc, ils peuvent de quel droit, puisqu'ils ne sont pas concernés? Du droit qu'ils ne sont pas les États que vous mentionnez. C'est pas la Chine qui demanderait à la CPI d'ouvrir une enquête, c'est le Conseil de sécurité. Selon le mode de fonctionnement et l'autorité qui a été donnée au Conseil de sécurité par les États membres à l'Organisation des Nations Unies. Donc je comprends la frustration de certaines personnes qui pourraient dire « Ah, on aimerait voir un Conseil de sécurité qui fonctionne selon un autre mode de fonctionnement ». Je peux comprendre ça, mais ce n'est pas la CPI qui est responsable pour comment le Conseil de sécurité fonctionne. C'est quelque chose que les États membres à l'ONU ont décidé et ont donné à ces États membres permanents et au Conseil de sécurité un certain pouvoir. Maintenant, il faudra rappeler à nouveau, il n'y a pas que ces 3 États dans le Conseil de sécurité. Si on prend l'exemple de la saisine... majoritaires. Ils sont majoritaires et ils sont les plus puissants. On parle de 3 États non partis dans ce cadre-là, mais si on voit la question de la saisine de la CPI à propos de la situation en Libye, ça a été décidé à l'unanimité. Donc, y compris les membres qui représentent le continent africain ont également voté pour que la CPI puisse enquêter sur la question libyenne. Donc, on est d'accord sur cet élément-là. Ce n'est pas simplement des États qui demande à la CPI dans ce cadre-là, mais c'est le Conseil de sécurité en tant que conseil, avec le pouvoir d'un conseil, et non pas des États séparés. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément qu'on avait évoqué, c'est la question des enquêtes du bureau du procureur. C'est au bureau du procureur qu'il reviendrait éventuellement de s'expliquer, mais le bureau du procureur a été très clair. Il y a eu une première phase d'enquête qui s'est résultée dans un certain nombre de mandats d'arrêt concernant la Côte d'Ivoire, et à partir de 2015, il y a eu une autre phase
qui a commencé. Et Madame le procureur l'a indiqué, l'a exprimé, que c'est uniquement sur la base des éléments de preuve qu'elle est en train de recueillir qu'il y aura d'autres affaires. Elle a bien indiqué qu'il y aura des autres affaires. Mais cela, c'est sur la base des éléments de preuve et non pas sur la base de revanche politicienne ou d'équilibre. Mais dans le même temps, vous comprendrez qu'on ait du mal à comprendre que certains aillent plus vite devant cette justice-là et que d'autres n'y aillent pas et puis qu'il n'arrive rien aux autres. J'ai envie avant de revenir à vous, de voir avec Maître Dako. Vous, dans votre réflexion, vous reconnaissez quand même qu'il y a des choses à corriger dans cette juridiction, non? Oui, absolument. Surtout parlant du cas de la Côte d'Ivoire, je pense que la politique criminelle du procureur de la CPI nécessite en fait qu'elle soit revisitée et que la Cour n'apparaisse pas comme une justice à double vitesse. Je pense que la réponse servie par Maître Abdallah, sans être du bureau du procureur, elle est connue depuis 3 ans, depuis 5 ans, elle n'a jamais évolué. Je pense qu'elle a besoin d'être dynamique pour épouser les contours du conflit ivoirien. Donc sur la question ivoirienne même, vous trouvez qu'il y a des questions qui se posent, qui ne sont pas très, on va dire, qui ne donnent pas l'impression que ce soit une justice libre? Je rejoins la critique sur ce point. Je ne dis pas que la Cour n'est pas une justice libre, mais je pense qu'il y a une dynamique, il y a des efforts à faire de ce point de vue. Et les restrictions budgétaires ou le phasage donc des enquêtes ne peuvent toujours pas servir donc d'explications pertinentes. Maître Kadji, quand vous regardez cette juridiction aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est des choses qu'il faut corriger? Est-ce que vous comprenez les États qui demandent à quitter la Cour pénale internationale? Oui, je comprends tout à fait. Mais je voudrais recadrer quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas la Cour elle-même. Ce n'est pas à la Cour elle-même que vont mes reproches. C'est surtout au bureau du procureur. L'idée de créer cette Cour au départ est très bien. De toute façon, il ne faut pas prôner l'impunité. Mais c'est le bureau du procureur qui ne joue pas son rôle à plein. Bon, ceci étant dit... Dans quel sens, avant d'aller un peu plus loin, quand vous dites le bureau du procureur ne joue pas son rôle pleinement, à quoi vous pensez très concrètement? Non, c'est le bureau du procureur qui mène les enquêtes. C'est le bureau du procureur qui présente un cas au juge du siège pour décider si on confirme les charges ou pas. C'est le bureau du procureur qui déclenche, pour ainsi dire, une affaire. Si le bureau du procureur jouait bien son rôle, il n'y aurait pas toutes ces critiques. On ne critique pas les juges qui statuent, mais le bureau du procureur. Dans le cas, par exemple, dans votre cas, par exemple, le cas de Charles Blé Goudé, en quoi le bureau du procureur n'a pas réellement joué son rôle? Je ne peux pas, malheureusement, Alain, parler de ce cas précis, parce que j'ai un devoir de réserve. C'est pour ça que je m'en tiens aux généralités concernant le fonctionnement de la CPI. Alors, on a souvent écouté dire pourquoi Laurent Gbagbo est-il là-bas alors que d'autres qui se sont battus avec lui, mais qui sont dans le camp des vainqueurs, ne sont pas sur place. Si on vous pose, et je suppose qu'on vous pose souvent la question, maître Abdallah, si on vous posait la question aujourd'hui, que répondriez-vous concrètement aux Ivoiriens qui se posent cette question et pas que? Alors, il se fait que je rentre juste de la Côte d'Ivoire il y a quelques jours, et en effet, ça fait partie des questions qui sont posées. J'étais là-bas avec des représentants du bureau du procureur qui ont expliqué le besoin du phasage, qui a été critiqué par mon confrère, mais qui ont expliqué pourquoi c'était une leçon que le bureau du procureur avait tirée des autres enquêtes, et qu'il a décidé de l'appliquer dans ce cadre-là. On va en parler dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Nous reviendrons vraiment sur cette question de Laurent Gbagbo, puisque vous commencez à nous donner des explications et vous revenez de Côte d'Ivoire. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite du débat africain. Restez à l'écoute. Bonjour. Le débat africain. Alain Foucault. Quelle crédibilité peut-on lui accorder lorsque les grandes puissances que sont les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine refusent de se soumettre à sa justice? Lorsque depuis sa création, une seule enquête a été ouverte hors du continent africain.
Comment convaincre les subsahariens qui désormais menacent de se retirer qu'elle n'est pas un joker que brandissent les nations riches au gré de leurs intérêts? Mais dans le même temps, comment mettre fin à l'impunité des criminels de masse, des auteurs de génocide et des crimes contre l'humanité sans elle? Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la Cour pénale internationale. À quoi sert-elle? Peut-elle réellement être perçue comme un instrument de justice internationale? Les Africains ont-ils raison de la quitter ou devraient-ils y rester? Plusieurs invités en ligne au téléphone. D'abord Maître Joseph Kadji, avocate au barreau du Cameroun, mais également avocate agréée à la CPI, membre de l'équipe de défense de Charles Blé Goudé. Il est en direct de La Haye. Notre second invité est Fadi El Abdallah, le porte-parole de la Cour pénale internationale à la tête de l'unité des affaires publiques. Il est également en direct de La Haye, aux Pays-Bas. Maître Francis Dako, notre troisième invité, est avocat au barreau du Bénin. Il est directeur du cabinet Dako & Co et ancien coordinateur Afrique de la coalition pour la CPI. Il est en direct de Cotonou, la capitale économique béninoise. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie en évoquant le cas Laurent Gbagbo, où certains ont encore le sentiment que la justice des vainqueurs l'a envoyé à La Haye. Maître Abdallah, vous expliquiez pourquoi lui il y est et pas certain qu'on attend encore à Abidjan. Alors, ce que j'étais en train d'indiquer, c'est que les représentants du bureau du procureur avaient expliqué, lorsqu'on était à Abidjan même, avaient expliqué pourquoi ils avaient considéré qu'il est important de procéder à ce phasage, à faire une première phase d'enquête qui s'est résultée dans les mandats d'arrêt, y compris à l'encontre de M. Laurent Gbagbo, et puis faire une deuxième phase qui se concentre sur d'autres crimes, tout en respectant le cadre qui est d'enquêter sur les crimes prétendument commis dans les deux camps du conflit à l'époque. C'est parce que le bureau du procureur avait déjà utilisé ou essayé d'autres procédures, y compris la possibilité d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de moyens de preuve contre différents acteurs en même temps. Et ça s'est résulté dans un manque de coopération, en fait, en ce qui concerne les affaires kenyanes et dans une ambiance où les témoins, selon le bureau du procureur, se retiraient et n'étaient plus disponibles pour le bureau. Et donc, les affaires concernant dans ce cadre-là avaient échoué du point de vue du bureau du procureur. Et donc, le bureau du procureur avait décidé qu'il n'y a pas lieu à attendre et lancer en même temps différentes affaires concernant les différents côtés du conflit en même temps, mais il serait mieux de procéder à un phasage en se concentrant les ressources qui sont limitées, mais qui sont à sa disponibilité, sur un certain nombre de crimes d'abord, et puis procéder à une deuxième phase. Maintenant, les représentants du bureau du procureur avaient obtenu des ressources supplémentaires à partir de 2015, et à partir de là, ils ont indiqué qu'ils sont dans la phase 2, qu'ils sont en train d'intensifier leurs efforts, mais qu'en même temps, il faudra comprendre et expliquer. D'abord, il faut suffisamment de moyens de preuve pour aller devant les juges. Ça, on a bien compris, mais dans le même temps, quand vous pensez que du côté de Laurent Gbagbo, ils sont plusieurs à avoir été arrêtés. À l'instant, on parlait de Laurent Gbagbo, mais on parlait aussi de Charles Blé Goudé, et que dans le camp d'en face, il n'y a personne. On peut se poser des questions. Est-ce que cela veut dire que bientôt on va voir ceux d'en face aussi répondre à la même justice? Alors, ça dépend d'abord des moyens de preuve qui sont à la disponibilité du bureau du procureur qui permettraient éventuellement de convaincre les juges. Et deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que le bureau du procureur peut indiquer que ces enquêtes existent, mais il ne pourra pas communiquer davantage sur ces enquêtes à ce moment-là, parce qu'il faudra respecter la confidentialité des enquêtes. Donc, au moment où il y aura quelque chose de public, on ne manquera pas de le rendre public et de l'expliquer, mais au moment où nous sommes toujours dans la phase d'enquête, il faut respecter la confidentialité et faire confiance au bureau du procureur qui est en train de faire ces enquêtes-là. Alors, vous entendez de plus en plus les Africains s'interroger sur certains crimes, sur certaines choses graves qui sont arrivées, qui devraient être du domaine de la Cour pénale internationale. La question de la Libye revient souvent. J'étais encore la semaine dernière avec un ancien chef d'État qui disait qu'ils ne comprennent pas qu'avec ce qui s'est passé en Libye, il n'y ait pas des dirigeants occidentaux, notamment en France, qui aient été inquiétés, qui aient été même
interpellé par la justice, par la Cour pénale internationale. Certains ont pensé à Nicolas Sarkozy, qui a provoqué une guerre pour des raisons qui ne sont pas réelles. Est-ce que cela ne montre pas que cette justice-là n'a pas vraiment les moyens de s'attaquer aux grandes puissances? La justice de la Cour pénale internationale, d'abord, ne peut agir sur la base d'accusations politiques, mais sur la base d'éléments de preuve qui pourraient être présentés devant les juges. Donc, pour la CPI, ce n'est pas le fait d'être parti dans un conflit ou dans une guerre, ou même de la lancer éventuellement. Ce n'est pas ça qui est condamnable, mais c'est la planification et les ordres donnés de commettre des crimes spécifiques. Oui, mais dans le même temps, quelle est la grande différence si on lance une guerre sur un mensonge comme on l'a fait pour l'Irak et comme on l'a fait pour la Libye? Alors, la CPI ne peut pas juger des raisons politiques d'entrer dans un conflit armé, mais peut juger de la responsabilité individuelle des personnes qui auraient ordonné, dans le cadre d'un conflit armé, la commission de crimes de génocide ou de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Ça, c'est le premier élément qui est très important. Deuxième élément très important, la CPI opère en complémentarité avec la justice nationale. Et donc, lorsqu'il y a un système judiciaire national solide et capable, dans ce cas-là, la CPI ne va pas intervenir. On laisse le travail à être fait par la justice nationale. Par la justice nationale, mais lorsque la justice nationale est incapable de le faire et que la CPI ne peut pas être saisie, c'est que ceux-là que l'on considère comme des potentiels criminels courent encore. Est-ce que ce n'est pas un peu le sentiment que vous avez, vous, Josette Kadji, que c'est ta tête chercheuse un peu? Tout à fait, parce que M. Abdallah ne peut pas être, sans vouloir le forcer, ne peut pas être sérieux quand il dit qu'en Côte d'Ivoire, depuis 6 ans, le procureur n'a pas assez de preuves contre certaines personnes. Quand il dit qu'en Libye, on cherche encore les preuves. Et l'Irak, alors? Il n'y a pas de preuves en Irak? C'est une question. Donc c'est là où, c'est tout cela qui ébranle la crédibilité qu'on a envers ce tribunal. C'est tout cela. Quand on prétend avec des choses qui sont évidentes pour tout le monde, nous sommes des juristes, nous savons quels sont les genres de preuves que l'on peut retrouver et qui sont là, quand on prétend qu'on n'a toujours pas de preuves ou pas assez de preuves. C'est tout cela qui rend le tribunal peu crédible. Enfin, le bureau du procureur peu crédible. Alors là, j'ai envie de me tourner vers M. Dako, qui a une position un peu plus nuancée sur la question. Quand vous écoutez Maître Kadji vous dire, en Irak, est-ce qu'il n'y a pas de preuves? Et c'est vrai que tout le monde a vu ce fiole que l'on présentait comme de l'anthrax, qui finalement était un objet qui n'avait rien à voir avec l'anthrax. On est des années, des décennies après, il n'y a pas de poursuite. Est-ce que ça ne discrédite pas un peu cette idée de justice internationale, même si c'est pas la Cour pénale internationale d'intervenir tout de suite? Oui, bon, disons que a priori, on pourrait penser que la justice internationale, comme vous le dites si bien d'ailleurs, est discréditée et cela relève en fait de la faillite politique, enfin du gendarme de ce monde. Donc je veux parler donc du Conseil de sécurité, qui ne joue pas efficacement son rôle et qui a laissé en fait la dynamique judiciaire pourrir au détriment donc de la dynamique politique. Ça, je le concède. Mais dans le même temps, vous l'aviez dit aussi, la Cour pénale internationale ne peut pas aller en Afghanistan si elle n'a pas la compétence pour aller en Afghanistan. Et je pense qu'il y a un volet que nous oublions très souvent, la règle de la complémentarité. Et je prends un pays africain comme la Guinée-Conakry, qui n'a pas, par exemple, des moyens extraordinaires que la Côte d'Ivoire, mais qui applique la complémentarité positive dans un cas qui est analogue à celui de la Côte d'Ivoire. Donc ne cherchons pas toujours dans la poutre, dans les yeux du voisin. Regardons nous-mêmes si nous ne pouvons pas faire quelque chose. Parce que oui, mais on vous dit dans le même temps que, par exemple, on a jugé Hissène Habré en Afrique. Pourquoi est-ce que ceux-là n'auraient pas pu être jugés en Afrique et ont été amenés à la Cour internationale, à la Cour pénale internationale? Mais justement, il n'y a que ça que la Cour demande. C'est justement là la règle de la complémentarité positive. Que le principe sur lequel la Cour est fondée, c'est quoi? Zéro impunité aux crimes internationaux. Donc tout le monde est d'accord qu'il faut mettre fin à l'impunité des crimes internationaux. Et c'est quand on ne peut pas le faire ou on ne veut pas le faire que la Cour pénale internationale retrouve sa compétence. Le problème, oui, mais dans le même temps, est-ce que ce n'est pas aussi parce que certains ont intérêt à envoyer leurs adversaires directement à la CPI où ils ont du mal à revenir, que l'on saisit vite la CPI plutôt que de saisir par exemple la Cour africaine de justice? Là, c'est des critères politiques de renvoi interne à l'État, dans laquelle la Cour pénale internationale ne s'immisce pas. Le problème qui est posé à la Cour, est-ce que celui qu'on envoie devant lui est
peut être retenu dans l'inculpation en fait de crimes internationaux si la réponse est positive et que ça dépasse les phases d'enquête et donc d'examen préliminaire et que les juges répondent positivement à cette question, les victimes n'en sont que soulagées. C'est tout le problème. Maintenant, que celui qui fait le renvoi le fait pour des buts politiques, vous connaissez bien l'effet boomerang de ce renvoi, ça peut facilement retourner contre vous parce que la Cour est pérenne et les hommes qui font ce renvoi, pas pour des raisons purement conjoncturelles, peuvent voir bien la situation se retourner contre eux. Alors, on va évoquer d'autres aspects, au-delà de la saisine même de cette Cour, c'est quelles sont les armes dont elle dispose en réalité pour pouvoir, on va dire, au-delà d'enfermer les gens à la haie, ce qu'on a accepté de lui livrer. On sait très bien que le président Omar el-Béchir n'a jamais été inquiété, mais malgré les interdictions faites et l'intervention du Conseil de sécurité. Quelles sont les armes dont elle dispose pour punir ceux qu'elle condamne? Maître Abdallah. Il faudra peut-être séparer quelque chose, mais je voudrais revenir sur la question de l'Irak. L'Irak n'est pas un État parti au statut de Rome. Donc, et Maître Kadji le sait très bien, la CPI n'aura pas de compétences sur les crimes commis sur le territoire d'un État non parti par des citoyens d'un État non parti. Ça pose un problème, c'est que ce n'est pas une justice universelle. Donc, c'est ce que j'avais dit dès le départ. La CPI a une compétence internationale, mais non pas une compétence universelle. Et la CPI est une organisation qui est créée par les États qui ont décidé souverainement de se joindre et de ratifier le statut de Rome. Mais est-ce que ça ne cause pas une gêne qu'il y ait une justice pour d'autres et pas pour les plus puissants, par exemple? Là, quand on dit la Cour pénale internationale n'a pas compétence pour aller là-bas, mais elle peut aller là-bas, vous comprenez la réaction des Africains qui disent pourquoi ce serait pour nous et qu'on a envie de se retirer. Tout simplement pour la raison que les États africains avaient eux-mêmes décidé de se joindre à la CPI en comprenant que la CPI est dans leur propre intérêt et dans l'intérêt de leur propre population. C'est la protection des peuples qui compte. Si on va comparer ça à un État, à un autre État, ils ont peut-être d'autres raisons de se joindre ou non. Et la CPI, en tant qu'organisation internationale, est tenue au respect de la souveraineté de chaque État. Mais ça dépasse le cadre de ce que la CPI elle-même peut le faire. La CPI est un tribunal, d'accord ? Et comme tout tribunal, il y a des règles de compétence qui gouvernent le travail de ce tribunal. C'est exactement comme est la situation au niveau national. Dans une ville, il y a un tribunal qui ne va pas s'immiscer dans les travaux qui relèvent de la compétence d'un autre tribunal dans une autre ville. On entend pas mal d'États dire nous voulons nous retirer. On a entendu parler de l'Afrique du Sud, de la Zambie, etc., etc. Quelle est la procédure pour un État qui dit moi je veux plus faire partie de cette cour-là? Alors, la situation actuelle est que uniquement le Burundi est en train de se retirer de la CPI. Tous les autres États africains et non africains qui sont partis sont pour le moment toujours partis. Donc, même la Gambie et l'Afrique du Sud, qui à un certain moment avaient déposé un instrument de retrait, l'ont révoqué par la suite. Et nous espérons que cela va amener plus de dialogue et plus de compréhension. Et la CPI est toujours prête à ce dialogue, mais dans la limite de son mandat de l'indépendance judiciaire. La procédure pour se retirer est établie dans le statut de Rome lui-même, c'est-à-dire il est une décision souveraine de ratifier, c'est également une décision souveraine de se retirer, mais le retrait ne prend effet qu'au moins 1 an après le dépôt de l'instrument de retrait et n'aura pas d'effet sur les obligations nées antérieurement. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une enquête qui est ouverte avant la date du retrait effectif, eh bien, l'État concerné demeure sous l'obligation de coopérer avec la CPI pour les affaires nées de cette enquête. C'est-à-dire, celui qui dit je me retire aujourd'hui, s'il y a déjà une plainte, il sait que de toute façon la plainte ira au bout et que c'est son problème s'il se retire, mais on continuera de le poursuivre, en gros. Aujourd'hui, si le Soudan, par exemple, dit je me retire, la plainte contre Omar el-Béchir est pendante. La question du Soudan, le Soudan a été dans l'obligation de coopérer avec la CPI en fonction d'une résolution du Conseil de sécurité. Le Soudan n'est pas État parti. Mais si un autre État parti décide de se retirer, il sait très bien que c'est le droit souverain de se retirer, mais cela n'affectera pas les obligations de coopération qui auraient résulté des activités de la CPI avant la date dans laquelle le retrait entre en vigueur. Donc au moins 1 an après. Le système a été fait afin d'éviter que lorsque la CPI ouvre une enquête, eh bien, l'État dit, moi je me retire. Voilà. Maître Kadji, est-ce que vous comprenez ces États qui disent qu'ils veulent se retirer, mais qui finalement, au bout, n'engagent pas de procédure de retrait? Non, avant de venir à cela, je voudrais préciser,
donner mon opinion sur l'adhésion massive des États africains. En fait, c'est parce que les États africains ne sont pas libres. On a plus ou moins obligé les États africains à ratifier ce traité de Rome. La preuve en est que quand ils veulent sortir, malgré une décision unanime pratiquement des membres de l'Union africaine, il y a des pressions pour retirer, enfin bref, les États africains ne sont pas libres. Cela étant dit, je voudrais revenir sur cette idée de complémentarité. Cette idée de complémentarité montre à quel point ce tribunal est bancal. Regardez, on dit bien que la CPI a vocation à compléter et non à remplacer les systèmes pénaux nationaux. La Côte d'Ivoire vient de montrer, en jugeant Mme Gbagbo, pour les mêmes faits pour lesquels son époux est poursuivi ici à La Haye, la Côte d'Ivoire vient de montrer qu'elle peut juger. La Libye vient de montrer qu'elle peut juger. Donc, pourquoi n'applique-t-on pas cette complémentarité qui est dans les textes? Pourquoi ne dit-on pas que certains pays africains sont capables de mener à bien des procès pour génocide, pour crimes contre l'humanité, etc. Et on le fait. Oui, mais dans le même temps, on vous dit ceux qui y sont ont été envoyés par les pouvoirs en place, c'est-à-dire qu'ils avaient estimé qu'ils ne pouvaient pas juger Laurent Gbagbo, par exemple, sur place, ou Charles Bégoudé. Oui, mais après, ils ont prouvé qu'ils pouvaient juger Mme Gbagbo pour les mêmes faits exactement et dans les mêmes situations exactement. Donc, qu'est-ce qui empêche la CPI de se dessaisir de cette affaire et de renvoyer cela devant le tribunal national de Côte d'Ivoire, et qui rendra cette CPI plus crédible car respectueuse de ses propres textes? J'ai envie de me tourner vers Maître Dako. Lorsque vous écoutez un ancien président comme le président Obasanjo, que nous avons reçu dans le débat africain, dire « Cette justice a parfois empêché que l'on règle nos problèmes entre nous », le cas Charles Taylor que l'on a envoyé à La Haye empêche finalement de négocier avec certains dirigeants qui sont aux affaires parce qu'ils se disent « De toute façon, la Cour pénale internationale finira par intervenir et les arrêter ». Donc s'accroche au pouvoir. Que lui répondez-vous? Je lui dirais simplement en fait qu'il faut en politique de l'audace. Et l'audace, c'est la capacité en fait non seulement de prendre des engagements conscients et une fois que ces engagements sont pris, de les respecter. Et je pense que je ne suis pas du tout d'accord avec l'approche de mon confrère qui disait que les États africains sont muselés lorsqu'ils sont allés à la Cour pénale internationale. Le processus d'adhésion comprend d'abord la manifestation de la volonté d'être État partie, suivi par exemple des années plus tard, 4 ans, 6 ans pour des autres, et même 10 ans. Et un processus qui passe par le gouvernement, qui passe par le Parlement et qui passe par la société civile. Mais vous savez très bien qu'elle n'est pas la seule à le dire. Hein. On écoutait encore Albert Bourgi, qui est un autre juriste, qui disait exactement la même chose, que ces États ont été un peu bousculés pour appartenir à la CPI. Non, je ne crois pas du tout. J'ai vu par exemple que les États-Unis, lorsqu'ils ne voulaient pas être État partie, avaient initié le processus d'un accord d'impunité qui a des États et qui ont dit nous n'allons pas aborder notre souveraineté, comme le Mali qui ont dit nous ne signons pas cet accord parce que nous sommes déjà État partie à la Cour pénale internationale. N'empêche que des années plus tard, les coupures d'aide internationale qui ont été retirées sous l'administration Bush ont été restituées à ces États. Mais il y a eu quand même des coupures d'aide. En tout cas, on reviendra sur ce sujet qui passionne, qui suscite des débats un peu partout en Afrique, puisque le temps est court. Nous arrivons malheureusement au terme de ce magazine. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce magazine. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Maître Francis Dako, notre troisième invité, est avocat au barreau du Bénin. Il est directeur du cabinet Dako & Co et ancien coordinateur Afrique de la coalition pour la CPI. Il est en direct de Cotonou, la capitale économique béninoise. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie en évoquant le cas Laurent Gbagbo, où certains ont encore le sentiment que la justice des vainqueurs l'a envoyé à La Haye. Maître Abdallah, vous expliquiez pourquoi lui il y est et pas certain qu'on attend encore à Abidjan.
Alors, ce que j'étais en train d'indiquer, c'est que les représentants du bureau du procureur avaient expliqué, lorsqu'on était à Abidjan même, avaient expliqué pourquoi ils avaient considéré qu'il est important de procéder à ce phasage, à faire une première phase d'enquête qui s'est résultée dans les mandats d'arrêt, y compris à l'encontre de M. Laurent Gbagbo, et puis faire une deuxième phase qui se concentre sur d'autres crimes. Tout en respectant le cadre qui est d'enquêter sur les crimes prétendument commis dans les deux camps du conflit à l'époque. C'est parce que le bureau du procureur avait déjà utilisé ou essayé d'autres procédures, y compris la possibilité d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de moyens de preuve contre différents acteurs en même temps. Et ça s'est résulté dans un manque de coopération, en fait, en ce qui concerne les affaires kenyanes et dans une ambiance où les témoins, selon le bureau du procureur, se retiraient et n'étaient plus disponibles pour le bureau. Et donc, les affaires concernant dans ce cadre-là avaient échoué du point de vue du bureau du procureur. Et donc, le bureau du procureur avait décidé qu'il n'y a pas lieu à attendre et lancer en même temps différentes affaires concernant les différents côtés du conflit en même temps, mais il serait mieux de procéder à un phasage en se concentrant les ressources qui sont limitées, mais qui sont à sa disponibilité, sur un certain nombre de crimes d'abord, et puis procéder à une deuxième phase. Maintenant, les représentants du bureau du procureur avaient obtenu des ressources supplémentaires à partir de 2015, et à partir de là, ils ont indiqué qu'ils sont dans la phase 2, qu'ils sont en train d'intensifier leurs efforts, mais qu'en même temps, il faudra comprendre et expliquer. D'abord, il faut suffisamment de moyens de preuve pour aller devant les juges. Ça, on a bien compris, mais dans le même temps, quand vous pensez que du côté de Laurent Gbagbo, ils sont plusieurs à avoir été arrêtés. À l'instant, on parlait de Laurent Gbagbo, mais on parlait aussi de Charles Blé Goudé, et que dans le camp d'en face, il n'y a personne. On peut se poser des questions. Est-ce que cela veut dire que bientôt on va voir ceux d'en face aussi répondre à la même justice? Alors, ça dépend d'abord des moyens de preuve qui sont à la disponibilité du bureau du procureur, qui permettraient éventuellement de convaincre les juges. Et deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que le bureau du procureur peut indiquer que ces enquêtes existent, mais il ne pourra pas communiquer davantage sur ces enquêtes à ce moment-là, parce qu'il faudra respecter la confidentialité des enquêtes. Donc, au moment où il y aura quelque chose de public, on ne manquera pas de le rendre public et de l'expliquer, mais au moment où nous sommes toujours dans la phase d'enquête, il faut respecter la confidentialité et faire confiance au bureau du procureur qui est en train de faire ces enquêtes-là. Alors, vous entendez de plus en plus les Africains s'interroger sur certains crimes, sur certaines choses graves qui sont arrivées, qui devraient être du domaine de la Cour pénale internationale. La question de la Libye revient souvent. J'étais encore la semaine dernière avec un ancien chef d'État qui disait qu'ils ne comprennent pas qu'avec ce qui s'est passé en Libye, il n'y ait pas des dirigeants occidentaux, notamment en France, qui aient été inquiétés, qui aient été même interpellé par la justice, par la Cour pénale internationale. Certains ont pensé à Nicolas Sarkozy, qui a provoqué une guerre pour des raisons qui ne sont pas réelles. Est-ce que cela ne montre pas que cette justice-là n'a pas vraiment les moyens de s'attaquer aux grandes puissances? La justice de la Cour pénale internationale, d'abord, ne peut agir sur la base d'accusations politiques, mais sur la base d'éléments de preuve qui pourraient être présentés devant les juges. Donc, pour la CPI, ce n'est pas le fait d'être parti dans un conflit ou dans une guerre, ou même de la lancer éventuellement. Ce n'est pas ça qui est condamnable, mais c'est la planification et les ordres donnés de commettre des crimes spécifiques. Oui, mais dans le même temps, quelle est la grande différence si on lance une guerre sur un mensonge comme on l'a fait pour l'Irak et comme on l'a fait pour la Libye? Alors, la CPI ne peut pas juger des raisons politiques d'entrer dans un conflit armé, mais peut juger de la responsabilité individuelle des personnes qui auraient ordonné, dans le cadre d'un conflit armé, la commission de crimes de génocide ou de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Le débat africain, Alain Foucault. Le but en la créant était de mettre fin à l'impunité des criminels de masse. Ce devait être l'épée de Damoclès sur la tête des tueurs, des auteurs des génocides, de crimes contre l'humanité et des sanglants dictateurs.
Et pourtant, depuis sa création en 1998, seuls 124 États ont accepté d'en faire partie. Et désormais, au fil du temps, ils sont de plus en plus nombreux, notamment au sud du Sahara, à lui reprocher d'être finalement un instrument de néocolonialisme judiciaire. Il faut dire qu'en 13 ans, une seule enquête a été ouverte hors du continent africain, même si le procureur a d'autres cibles dans son viseur pour l'instant. La Cour pénale internationale est-elle vraiment utile ? Outil de justice internationale et d'impunité des grands criminels ou instrument de pression sur certains dirigeants. En l'absence des grandes puissances telles que les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine, pour ne citer qu'elles, ne risquent-elles pas de créer de facto une justice à deux vitesses ? Mais sans elle, comment juger les grands criminels de notre temps ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la Cour pénale internationale, avec plusieurs invités en ligne au téléphone. D'abord Maître Joseph Kadji, avocate au barreau du Cameroun, mais également avocate agréée à la CPI justement, membre de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé de Côte d'Ivoire. Elle est en direct de La Haye. Bonjour Maître Kadji. Bonjour Alain. Notre second invité, Fadi El Abdallah, est le porte-parole de la CPI, la Cour pénale internationale. Il est à la tête de l'unité des affaires publiques. Il est également en direct de La Haye. Bonjour Maître El Abdallah. Bonjour. Maître Francis Dako, notre troisième invité, est avocat au barreau du Bénin. Il est le directeur du cabinet Dako & Compagnie et ancien coordinateur Afrique de la coalition pour la CPI. Bonjour Maître Francis Dako. Bonjour Alain Foucault. Alors voilà pour notre plateau. Si sa création partait d'un bon sentiment, d'une réelle nécessité, vous, Maître Kadji, qui avez été pour défendre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, la Cour pénale internationale est-elle conforme à cet esprit de départ ? Je vais d'abord expliquer quelque chose. Je suis de l'équipe de la défense de Blé Goudé. De Charles Blé Goudé. Pas de Laurent Gbagbo. Voilà, leur procès est joint, mais donc chacun a son équipe. Pour ma part, l'idée au départ de la création de la CPI est actuellement complètement dévoyée. Ce n'est pas ce que nous attendions de cette cour que nous, juristes, surtout juristes africains, nous voyons très illustre. Et la preuve, c'est que sur 124 pays, sur 124 États partis, 34 pays africains ont ratifié ce traité. Donc on y croyait, mais pour l'heure, je suis un petit peu désabusé. Mais qu'est-ce qui vous désabuse à ce point-là ? Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que l'idée de départ est dévoyée ? Alain, est-ce que vous vous rendez compte que sur 6 prisonniers, 6 accusés qui sont actuellement dans les geôles de la CPI, il y a 6 Africains et rien d'autre. Je trouve ça éminemment choquant. Allez sur le site de la CPI, vous verrez uniquement des photos d'Africains errants. Sommes-nous les seuls à avoir des problèmes dans ce monde ? Pour vous, comment cela s'explique qu'il n'y ait que des Africains sur place ? N'est-ce pas aussi parce que c'était des zones de conflit particulièrement, on va dire, violentes ? Voulez-vous dire qu'il n'y a pas de conflit en Asie ? Il n'y a pas de conflit en Afghanistan ? Il n'y a pas de conflit au Moyen-Orient ? Arrêtons. Mais lorsque vous partout, si un tribunal se veut international, il faut qu'il agisse comme tel. Pour vous, c'est à dessein. Ça ne vise que les Africains. Pour moi, ça ne vise pour l'instant. Ce n'est pas pour moi, c'est l'évidence. Les faits sont là. Ça ne vise que les Africains pour l'instant. Il y a 10 situations qui sont sous enquête, comme on dit ici. Et dans ces 10 situations, il y a 9 pays africains. Il y a un seul pays de l'Europe de l'Est, c'est la Géorgie. Maître Abdallah, qu'en pensez-vous ? Quelle réaction à cette accusation, à cette remarque que fait Maître Joseph Kadji ? La réponse devra nécessairement être complexe, mais d'abord, si vous me permettez de dire, ce qui paraît évidemment peut être tout à fait trompeur, et ça s'avère souvent le cas. Oui, il est vrai que sur 10 enquêtes en cours, il y en a 9 qui concernent l'Afrique, mais c'est vrai que la majorité de ces enquêtes sont à la demande des États africains eux-mêmes. Donc c'est pas la CPI qui s'est imposée à ces États. Ce sont ces États qui ont demandé à la CPI de les aider pour rendre justice à leurs propres victimes. De faire des enquêtes depuis 2011. Nous savons, il y a des preuves, il y a des victimes qui sont venues déposer des dossiers ici à La Haye. Le procureur les a.
et pourtant personne n'est poursuivi de ce côté-là. Donc pour moi, cette cour, pour l'instant, est éminemment politique. Il y a quelque chose de contradictoire pour revenir au fait que le Conseil de sécurité peut saisir la CPI, et l'a fait pour l'ex-Darfour et pour la Libye. Mais qui siège au Conseil de sécurité? La Chine, la Russie, les États-Unis. Oui. Tous des pays qui ont soigneusement évité d'être membres de cette CPI. Et pourtant, en étant membres du Conseil de sécurité, ils ont le droit de saisir cette cour. C'est-à-dire le fait que les États-Unis, la Chine et la Russie ne fassent pas partie, mais dans le même temps décident au Conseil de sécurité. Est-ce que cela ne pose pas un réel problème même de liberté de cette justice, Maître Abdallah? Alors, merci pour m'avoir donné la parole. Je trouve que c'est un argument qui est un tout petit peu court quand même. D'abord, il est vrai que la CPI ne va pas aller chercher des affaires là où elle n'a pas de compétences. Oui, mais dans le même temps, comment peut-elle se présenter comme un instrument de justice internationale si il y a des zones où elle n'a pas de compétences? Tout à fait. Elle a une compétence internationale, elle n'a pas encore une compétence universelle. Parce que la compétence de la CPI est liée au fait qu'il y a 124 États qui ont choisi de lui donner cette compétence. Et donc, en dehors de ces États-là, il y a le rôle du Conseil de sécurité. Le rôle principal et le moyen principal de donner à la CPI la compétence d'enquêter, c'est à travers la décision des États eux-mêmes. Donc, la question du rôle du Conseil de sécurité demeure à titre exceptionnel. Ça a été fait à 2 reprises, alors qu'on a 10 enquêtes. Mais dans le même temps, on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main lorsqu'on sait que dans ce Conseil de sécurité, 3 des États ont refusé de faire partie de la Cour pénale internationale. De quel droit quelqu'un qui n'appartient pas à cette Cour-là peut-il décider s'il faut ou non poursuivre un accusé? Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir-là? Alors, à nouveau, il faudra expliquer les choses. Il ne donne pas le pouvoir de poursuivre un accusé, mais il donne à la CPI la compétence de pouvoir enquêter sur un conflit. Mais de quel droit? Donc, ils peuvent de quel droit, puisqu'ils ne sont pas concernés? Du droit qu'ils ne sont pas les États que vous mentionnez. C'est pas la Chine qui demanderait à la CPI d'ouvrir une enquête, c'est le Conseil de sécurité. Selon le mode de fonctionnement et l'autorité qui a été donnée au Conseil de sécurité par les États membres à l'Organisation des Nations Unies. Donc je comprends la frustration de certaines personnes qui pourraient dire « Ah, on aimerait voir un Conseil de sécurité qui fonctionne selon un autre mode de fonctionnement ». Je peux comprendre ça, mais ce n'est pas la CPI qui est responsable pour comment le Conseil de sécurité fonctionne. C'est quelque chose que les États membres à l'ONU ont décidé et ont donné à ces États membres permanents et au Conseil de sécurité un certain pouvoir. Maintenant, il faudra rappeler à nouveau, il n'y a pas que ces 3 États dans le Conseil de sécurité. Si on prend l'exemple de la ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires et ils sont les plus puissants. On parle de 3 États non partis dans ce cadre-là, mais si on voit la question de la saisine de la CPI à propos de la situation en Libye, ça a été décidé à l'unanimité. Donc, y compris les membres qui représentent le continent africain ont également voté pour que la CPI puisse enquêter sur la question libyenne. Donc, on est d'accord sur cet élément-là. Ce n'est pas simplement des États qui demande à la CPI dans ce cadre-là, mais c'est le Conseil de sécurité en tant que conseil, avec le pouvoir d'un conseil, et non pas des États séparés. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément qu'on avait évoqué, c'est la question des enquêtes du bureau du procureur. C'est au bureau du procureur qu'il reviendrait éventuellement de s'expliquer, mais le bureau du procureur a été très clair. Il y a eu une première phase d'enquête qui s'est résultée dans un certain nombre de mandats d'arrêt concernant la Côte d'Ivoire, et à partir de 2015, il y a eu une autre phase qui a commencé. Et Madame le procureur l'a indiqué, l'a exprimé, que c'est uniquement sur la base des éléments de preuve qu'elle est en train de recueillir qu'il y aura d'autres affaires. Elle a bien indiqué qu'il y aura
des autres affaires. Mais cela, c'est sur la base des éléments de preuve et non pas sur la base de revanche politicienne ou d'équilibre. Mais dans le même temps, vous comprendrez qu'on ait du mal à comprendre que certains aillent plus vite devant cette justice-là et que d'autres n'y aillent pas, et puis que... C'est le cas pour l'Ouganda, le Mali, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, etc. Et très récemment pour le Gabon, même s'il n'y a pas encore d'enquête pour le Gabon, on est en phase d'examen préliminaire. Mais c'est un exemple dans lequel on voit que ce sont les États eux-mêmes qui ont demandé à la CPI d'ouvrir une enquête. Il n'y a pas, jusqu'à présent, d'États non africains qui ont demandé à la CPI d'ouvrir une enquête. Alors, avant d'aller un peu plus loin, vous dites, dans le cas du Gabon, c'est l'État du Gabon qui aurait demandé une enquête sur une personnalité gabonaise ? Non, en fait, les enquêtes ne sont pas demandées à propos d'une personnalité, mais à propos de certains crimes qui auraient été commis. Et c'est au bureau du procureur de la CPI de voir est-ce qu'il y a lieu à ouvrir une enquête ou pas du tout. Et si une enquête est ouverte, qui pourrait être responsable des crimes les plus graves commis dans le cadre d'un certain conflit. Mais là, vous dites que c'est Donc, l'État... c'est jamais contre une certaine personne. Mais oui, je dis que ce sont les États africains qui ont demandé à la CPI d'ouvrir les enquêtes. Mais donc, dans le même temps, est-ce que ça ne peut pas devenir un instrument aux mains de ceux qui sont aux affaires, mais pour éliminer des adversaires politiques? Là, ce sont les États, c'est-à-dire c'est le pouvoir en place qui demande à ce qu'on ouvre une enquête. Est-ce que cet outil ne peut pas être manipulé pour se débarrasser de ses adversaires? Je vais vous répondre, mais d'abord, il faudra expliquer que la saisine par un État, ce n'est qu'un seul moyen de saisir la CPI. Il y a par la suite la saisine par le Conseil de sécurité, et le Conseil de sécurité a saisi la CPI à propos de la Libye et du Darfour, mais ne l'a pas saisi à propos d'autres situations dans le monde. Justement, on va parler de la Libye c'est le dans bureau un du instant. procureur. On va y revenir. Le bureau du procureur peut également s'autosaisir lorsque les conditions de sa propre compétence sont réunies, ce qui a été fait pour le Kenya, mais qui a été fait également pour la Géorgie. Après, comme vous l'avez dit, il y a des examens préliminaires concernant d'autres situations dans le monde, donc il y aura d'enquêtes sur d'autres situations dans le monde. Actuellement, il y a 10 examens préliminaires, dont je cite par exemple la Colombie, l'Afghanistan, l'Ukraine, la Palestine, etc. Mais là, Donc, on voyez, est encore au stade, on est encore au stade des enquêtes préliminaires qui peuvent ne jamais aboutir. Avant de revenir à vous, j'ai envie de poser la même question à Maître Francis Dako. Vous qui y avez été, est-ce que vous comprenez la critique qui est aujourd'hui adressée par de nombreux Africains, aujourd'hui? Oui, je comprendrais la critique si elle était objective, c'est-à-dire que si on reprochait à la Cour pénale internationale d'agir sur des situations qui n'existaient pas, je comprendrais la critique. On sait que la CPI agit où le besoin est. Et on ne propose pas à la CPI, aux victimes donc de ces répressions, une cour alternative. On ne dit pas qu'au niveau local, nous allons faire quelque chose. Ce n'est pas parce que la Cour n'a pas agi dans un Moyen-Orient en flammes qu'elle n'essaierait pas d'éteindre le feu en RDC ou en Ouganda. Oui, mais dans le même temps, on vous répond tout de suite que ça fait une justice quand même à deux vitesses. Pourquoi elle n'interviendrait pas là-bas et interviendrait un peu plus en Afrique? N'est-ce pas simplement parce qu'il y a des pouvoirs en place qui sont un peu plus fragiles et moins puissants? Ça pose des problèmes, ça pose le problème sérieux, un problème complexe, donc qui renvoie aux critères de renvoi des États par le Conseil de sécurité devant la CPI. C'est un critère éminemment politique. Voilà. Où un organe juridictionnel n'a rien à voir. La Cour est un organe juridictionnel qui reçoit des cas sur lesquels elle est obligée donc de se prononcer, mais elle ne va pas chercher les cas. Et donc c'est aux hommes politiques donc de régler ces problèmes. Et les hommes politiques, on les retrouve aussi bien à l'Assemblée des États parties, où le problème de fonctionnement juridictionnel de la Cour est posé, est mis en débat chaque année, où des réformes d'ordre structurel sont admises et votées par les États. Donc je pense que le reproche fait à la Cour n'est pas objectif. La Cour, c'est un organe qui ne fait pas de la politique, qui ne fait pas de la communication. Oui, mais dans le même temps, lorsque l'on regarde ceux qui y sont, on a quand même ce sentiment qu'il y a de la politique. Pourquoi le cas libyen, par exemple, serait beaucoup moins grave que celui de Côte d'Ivoire? Le cas libyen n'est pas moins grave, mais c'est là que je pose le problème de critères de renvoi. Et on a l'impression, vous avez parlé de sentiment. Ce n'est qu'un sentiment. Ça ne repose sur rien d'objectif. Alors, j'ai pas le sentiment, puisqu'on parle de sentiment, j'ai pas le sentiment que Maître Kadji le dit de façon simplement émotive, que c'est pas qu'une question de sentiment.
On vous écoute. Oui, je voulais simplement préciser ceci. Quand le confrère de Cotonou dit qu'il n'y a rien de politique dans la saisine du tribunal, je trouve ça un peu gros. Dans ce sens que, dans un cas aussi simple que le cas de la Côte d'Ivoire, le procureur prétend être toujours en train de... Il n'arrive rien aux autres. J'ai envie avant de revenir à vous, de voir avec Maître Dako. Vous, dans votre réflexion, vous reconnaissez quand même qu'il y a des choses à corriger dans cette juridiction, non? Oui, absolument. Surtout parlant du cas de la Côte d'Ivoire, je pense que la politique criminelle du procureur de la CPI nécessite en fait qu'elle soit revisitée et que la Cour n'apparaisse pas comme une justice à double vitesse. Je pense que la réponse servie par Maître Abdallah, sans être du bureau du procureur, elle est connue depuis 3 ans, depuis 5 ans, elle n'a jamais évolué. Je pense qu'elle a besoin d'être dynamique pour épouser les contours du conflit ivoirien. Donc, sur la question ivoirienne même, vous trouvez qu'il y a des questions qui se posent, qui ne sont pas très, on va dire, qui ne donnent pas l'impression que ce soit une justice libre. Je rejoins la critique sur ce point. Je ne dis pas que la Cour n'est pas une justice libre, mais je pense qu'il y a une dynamique, il y a des efforts à faire de ce point de vue, et les restrictions budgétaires ou le phasage donc des enquêtes ne peuvent toujours pas servir donc d'explications pertinentes. Maître Kadji, quand vous regardez cette juridiction aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est des choses qu'il faut corriger? Est-ce que vous comprenez les États qui demandent à quitter la Cour pénale internationale? Oui, je comprends tout à fait. Mais je voudrais recadrer quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas la Cour elle-même, ce n'est pas à la Cour elle-même que vont les reproches, c'est surtout au bureau du procureur. L'idée de créer cette Cour au départ est très bien. De toute façon, il ne faut pas prôner l'impunité. Mais c'est le bureau du procureur qui ne joue pas son rôle à plein. Bon, ceci étant dit... Dans quel sens, avant d'aller un peu plus loin, quand vous dites le bureau du procureur ne joue pas son rôle pleinement, à quoi vous pensez très concrètement? Non, c'est le bureau du procureur qui mène les enquêtes. C'est le bureau du procureur qui présente un cas au juge du siège pour décider si on confirme les charges ou pas. C'est le bureau du procureur qui déclenche, pour ainsi dire, une affaire. Si le bureau du procureur jouait bien son rôle, il n'y aurait pas toutes ces critiques. On ne critique pas les juges qui statuent, mais le bureau du procureur. Dans le cas, par exemple, dans votre cas, par exemple, le cas de Charles Blé Goudé, en quoi le bureau du procureur n'a pas réellement joué son rôle? Je ne peux pas, malheureusement, Alain, parler de ce cas précis, parce que j'ai un devoir de réserve. C'est pour ça que je m'en tiens aux généralités concernant le fonctionnement de la CPI. Alors, on a souvent écouté dire pourquoi Laurent Gbagbo est-il là-bas alors que d'autres qui se sont battus avec lui, mais qui sont dans le camp des vainqueurs, ne sont pas sur place. Si on vous pose, et je suppose qu'on vous pose souvent la question, maître Abdallah, si on vous posait la question aujourd'hui, que répondriez-vous concrètement aux Ivoiriens qui se posent cette question et pas que? Alors, il se fait que je rentre juste de la Côte d'Ivoire il y a quelques jours, et en effet, ça fait partie des questions qui sont posées. J'étais là-bas avec des représentants du bureau du procureur qui ont expliqué le besoin du phasage, qui a été critiqué par mon confrère, mais qui ont expliqué pourquoi c'était une leçon que le bureau du procureur avait tirée des autres enquêtes, et qu'il a décidé de l'appliquer dans ce cadre-là. On va en parler dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Nous reviendrons vraiment sur cette question de Laurent Gbagbo, puisque vous commencez à nous donner des explications et vous revenez de Côte d'Ivoire. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite du débat africain. Restez à l'écoute. Bonjour. Le débat africain. Alain Foucault.
Quelle crédibilité peut-on lui accorder lorsque les grandes puissances que sont les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine refusent de se soumettre à sa justice? Lorsque depuis sa création, une seule enquête a été ouverte hors du continent africain. Comment convaincre les subsahariens qui désormais menacent de se retirer qu'elle n'est pas un joker que brandissent les nations riches au gré de leurs intérêts? Mais dans le même temps, comment mettre fin à l'impunité des criminels de masse, des auteurs de génocide et des crimes contre l'humanité sans elle? Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la Cour pénale internationale. À quoi sert-elle? Peut-elle réellement être perçue comme un instrument de justice internationale? Les Africains ont-ils raison de la quitter ou devraient-ils y rester? Plusieurs invités en ligne au téléphone. D'abord Maître Joseph Kadji, avocate au barreau du Cameroun, mais également avocate agréée à la CPI, membre de l'équipe de défense de Charles Blé Goudé. Elle est en direct de La Haye. Notre second invité est Fadi El Abdallah, le porte-parole de la Cour pénale internationale à la tête de l'unité des affaires publiques. Il est également en direct de La Haye, aux Pays-Bas.